Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors, succinctement, je suis un Écossais, j'ai 53 ans, je suis perdu en France depuis 2005. Mais en fait, c'est pas la première fois que je sois en France. Je suis arrivé pour la première fois en France en 79 et à Toulouse, et j'ai fait une correspondance avec une famille ici. Donc, qui suis-je aujourd'hui? Je suis un journaliste, je suis un enseignant, je suis quelqu'un, on pourrait dire, activiste pour une amélioration radicale dans nos systèmes de gouvernance. Et alors, donc désolé pour cette question, on va commencer directement les pieds dans le plat. À quoi sert le journalisme? À quoi sert le journalisme? Bon, je peux vous donner que mon point de vue, parce qu'il y a des définitions classiques, mais pour moi, le journalisme, on est au service de la société, donc au service des êtres humains. Je suis écossais, mais peu importe. Pour moi, je suis un être humain, c'est ça qui m'intéresse. Donc, le journalisme, c'est d'expliquer, d'essayer d'expliquer, et aussi d'essayer, avec ces explications, d'améliorer la société humaine. Alors dites-nous, vous avez fait des études d'ingénierie mécanique et de français. Alors pourquoi avez-vous fait ces cursus et comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir journaliste justement? Alors, comment j'ai fait les études d'ingénieur? J'avais peu d'options. Le système britannique ça a tendance à nous focaliser sur que peu de sujets. Donc moi, j'étais focalisé sur le cursus scientifique, mathématique. Et donc, j'ai choisi de là de faire des études d'ingénieur. Avec le français, ça l'a amélioré un peu, qui fait que j'ai fait une partie en français, j'ai fait un stage en France pendant les études. Je ne l'aimais pas du tout. Je suis un curieux, donc j'aime beaucoup apprendre sur plein de choses, mais je n'ai pas aimé les études d'ingénieur, c'était trop profond, trop technique, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais j'avais toujours suivi en fait les actualités. Je m'étais pas vraiment rendu compte que c'était quelque chose de très intéressant pour moi. Donc à la fin de mes études d'ingénieur, je me suis rendu compte, mais peut-être en fait je devrais être journaliste plutôt. Mais avec les études d'ingénieur, c'est pas facile de devenir journaliste. Donc ça m'a pris genre 4 ans après les études d'ingénieur de devenir journaliste justement. Donc en 1994, vous commencez à travailler chez Reuters après avoir travaillé à votre propre compte à Bruxelles. Que vous en apportez ces 11 ans de travail chez Reuters? Alors pour moi, le fait d'être embauché par Reuters, c'était, disons, la fin d'une première partie de mon rêve de devenir journaliste. Parce que moi, pourquoi je voulais être journaliste? Je voyais justement, en accord avec ce que je vous ai dit par rapport au rôle du journaliste, moi je voulais aller au-delà de chez moi pour faire mon journalisme. Donc au-delà de chez moi, la Grande-Bretagne, au-delà de chez moi, l'Écosse, donc partout dans le monde. Et pour moi, le correspondant étranger, Reuters en était le lieu pour moi où je voulais faire ça. Donc j'ai commencé avec eux à Bruxelles, justement. J'étais pendant 3 ans et demi leur correspondant sur l'environnement. C'était un moment très intéressant. Il y avait le début des négociations sur le changement climatique. Donc que faire au niveau européen et aussi au niveau global par rapport à ça. Et donc, je suis arrivé là, 3 ans et demi à Bruxelles, et puis je suis parti de Bruxelles à Londres, là où j'ai fait de nouveau 3 ans et demi, en fait, sur les marchés financiers. Mais dans la tête toujours de, bon, c'était un peu je dirais même, c'était un peu le fardeau. Il fallait passer par les marchés financiers à Reuters parce que c'était un savoir-faire de base pour le correspondant Reuters. Donc j'ai fait ça. Et en fait, avec l'arrière-plan, ou mes expériences d'ingénieur, c'était pas trop difficile parce que les marchés financiers, finalement, c'est pas aussi compliqué que ça. Et j'osais en fait me lancer dedans. Il y avait des crises, bien sûr, parce que c'était des marchés financiers. Et donc j'ai beaucoup appris. Et puis, je voulais toujours être ce journaliste à l'étranger. Donc, j'ai postulé pour un poste en Malaisie.
là où j'ai pu faire un travail plus grand, en fait, plus large sur le journalisme, sur l'économie, mais sur la politique aussi, et un peu sur la région. Et sur aussi ce qu'on n'avait pas encore nommé, mais la mondialisation et la question de, justement, les questions dont on fait face aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est en fait la politique maintenant avec la mondialisation? Où existe la démocratie? Où existent les structures politiques pour gérer ça? Donc les 11 ans avec Reuters, à Bruxelles, à Londres, en Malaisie. Mais en Malaisie, de plus en plus, je me suis rendu compte que le travail d'un journaliste de Reuters n'allait pas en profondeur des questions politiques qui sont aujourd'hui flagrantes, je dirais. Les questions qu'on n'aborde pas, c'est à qui le pouvoir, qui décide et comment en fait gérer les choses nettement mieux, même radicalement mieux qu'on fait aujourd'hui. Donc je me posais cette question, je commençais à faire des propositions à mes rédacteurs et à mes collègues sur ce que on pourrait éventuellement faire à Reuters. C'est un réseau international, donc ça aurait pu s'apprêter à ces questions-là. Mais je devenais de plus en plus frustré. Il n'y avait pas moyen de faire ce que j'avais en tête. Et donc finalement, j'ai négocié un licenciement, donc ils m'ont payé pour partir. Et ça, c'était en 2005, et je suis arrivé en France. J'ai retapé une maison, j'ai écrit un livre, en fait ce livre dont je peux parler tout à l'heure. Et puis maintenant, c'est 2019, j'ai en tête un peu, non seulement pas les questions qu'il faut aborder, mais un peu le comment et un peu les réponses éventuelles à ces questions que je me posais pendant les 11 ans de Reuters. Vous avez parlé de la Malaisie, de Kuala Lumpur, c'est là où vous étiez. Oui. Qu'est-ce que vous en retenez donc? Une formation profonde, personnelle. C'est au niveau professionnel, déjà en tant que journaliste. Pour moi, ça commençait à aller vers ce que je dirais était un vrai journalisme. Il fallait que je quittais le bureau pour aller voir sur place, aller parler aux gens. Et en même temps, la Malaisie, c'est un pays que j'adore en fait. C'est pour moi qui est européen, c'était une sacrée introduction sur l'Asie. Parce qu'il y a dans un pays les Malais, donc, qui sont propres à Malaisie, mais aussi en Indonésie. Donc, il y a ce grand groupe d'Asiatiques qui sont basés dans cet endroit, majoritairement en Malaisie. Et puis, il y avait genre un quart qui sont d'origine chinoise. Et puis, il y en a genre 10% qui sont indiens. Donc, ça fait que c'était un mélange de l'Asie dans un pays. Et il y avait en même temps, il y avait à l'époque, et de nouveau il est au pouvoir, en fait, le Premier ministre qui s'appelle Mahathir. Et ça, c'est un personnage très complexe, controverse aussi, mais très intéressant au niveau justement de cette question de mondialisation. Il avait des idées perçantes sur la problématique de la mondialisation et même des réponses aussi. Et bien sûr, parce que les réponses ne plaisaient pas aux Occidentaux, et même moi, avec mes idées d'occidentales, des réponses percutantes, mais pour moi, qui m'informaient, en fait, qui ont approfondi ma compréhension du problématique. En fait. Donc j'ai adoré, en fait, la Malaisie. Donc, quand vous avez quitté Reuters, du coup, vous avez dit en 2005 ? Exact. Donc vous êtes arrivé en France et là vous avez commencé à écrire Floodcast News, donc votre livre. Est-ce que vous pouvez le présenter succinctement ? Oui, donc c'est bien écrit même sur la tête de l'affiche, disons. Pour un francophone, alors fraudcast, c'est pas un vrai mot en anglais, c'est un mélange de fraude, c'est un mot que vous connaissez en français, et broadcast, qui est donc transmettre, émission de télé, c'est un broadcast. Donc l'ensemble, c'est Floodcast News. Et c'est le titre d'un film américain, Broadcast News, qui parle du journalisme, en fait, justement. Donc c'est un jeu de mots. Et deuxième partie, c'est How Bad Journalism
supports our bogus democracies. Donc en fait, comment le mauvais journalisme soutient nos fausses démocraties. Donc vous voyez bien dans le titre de quoi il parle ce livre. Et donc là-dedans, j'utilise mon cheminement personnel à travers, pour entrer dans le journalisme et puis de vivre le journalisme et de me poser des questions sur le journalisme pour en tirer des conclusions sur l'état de nos structures politiques, justement. Et je parle de structure politique parce que j'hésite d'utiliser le terme démocratie parce que c'est à définir, en fait, ce terme. On en reparlera, ouais. Très bien. Donc, le journalisme fait partie prenante de votre livre, de votre vie. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un journaliste aujourd'hui ? Pour moi, c'est le rôle que ça a toujours été, en fait. Les gens, ils sont un peu distraits ou obsédés même par les nouveaux médias et les nouvelles façons d'avoir l'information qui arrive dans leur vie. Pour moi, le travail de journaliste n'a pas changé, en fait. Et justement, c'est quelqu'un qui prend le temps, c'est pour aller observer des choses, pour en fait faire un ensemble, synthétiser des questions et les rendre plus compréhensibles pour les gens. Et ces questions, bon, c'est pour moi, les questions qui m'intéressent, c'est comment en fait nous gérons nos vies politiques. Et politique selon les Grecs. Politique, c'est les affaires de la cité. C'est ça que ça veut dire en grec. Donc, c'est à la base, c'est comment nourrir les gens, comment héberger les gens, comment les soigner, comment les éduquer. Les questions de base de chaque société, en fait. Comment vivre correctement, en fait. Donc, le journalisme devrait alimenter cette conversation ou ces conversations autour de ces sujets-là. C'est ça qui devrait faire les journalistes, pour moi. Et donc, dans cette perspective, l'objectivité d'un journaliste doit être forcément essentielle ? L'objectivité, c'est impossible. C'est un leurre, en fait. Et souvent, on attaque les journalistes en disant « Ah oui, subjectivité, ça c'est le point de vue personnel ». Mais bien sûr, en fait, c'est impossible de se sortir de sa carcasse en disant « Ouais, bon, maintenant Patrick, je suis objectif ». Ça n'existe pas. Et en fait, souvent, cette poursuite de ce soi-disant objectivité, ça a tendance à banaliser en fait la réalité de l'histoire. Parce que c'est quoi l'objectivité pour le changement climatique? Si vous êtes aux Bahamas là, et vous avez vu votre vie saccagée par la tempête qui est passée l'autre jour, si vous êtes un migrant de Mali ou Sénégal, c'est où l'objectivité où il y a ton frère qui est mort en fait parce que la récolte a échoué en fait parce que le temps ne fait plus ce que le temps faisait dans le temps. C'est où l'objectivité là-dedans? Il n'existe pas en fait. Il y a que la subjectivité en fait. Donc il faut le déclarer, la subjectivité. Je suis Patrick, je viens de là, je sais que j'ai des préjugés et je fais mon mieux d'aller au-delà de mes préjugés pour que je puisse rencontrer tes préjugés en fait et les préjugés des autres pour les comprendre en fait, pour en faire un article ou des films qui parlent de l'universel et ne pas une vision tordue de moi sur le monde. On enchaîne directement sur les gilets jaunes. Ok. Ou fais la question réseaux sociaux avant. Vous l'oubliez ? Ok. Que pensez-vous du traitement médiatique des gilets jaunes et de l'élection de Macron ? Alors, il y en a deux là-dedans. Donc, première déclaration, je suis anglophone et je ne suis qu'une seule personne. Donc, je ne suis pas en détail ni les gilets jaunes, ni les activités de Monsieur le Président. Donc, ça, c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que donc, je vis en France, donc c'est important. Mais en même temps, professionnellement, je me penche sur des questions de structure politique qu'on pourrait se poser aux États-Unis,
en Grande-Bretagne, au niveau européen, en France, bien sûr. Mais les questions qui me travaillent journalistiquement, c'est qu'est-ce que c'est la démocratie, comment le faire mieux, quel est le rôle du journaliste là-dedans. Donc, j'ai l'œil un peu sur les gilets jaunes, et j'en connais des gilets jaunes aussi. D'après ce que je comprends, c'est totalement légitime. Donc les questions qui soulèvent les gilets jaunes en sont des questions très importantes. Donc quel est le traitement médiatique que je vois? C'est un peu le traitement médiatique qu'on voit dès qu'il y a de la violence dans quelconque mouvement, en fait. Les médias, ils ont tendance à focaliser sur les violences, ils ont tendance à focaliser sur des questions superficielles, donc les personnalités ou des confrontations au sein des Gilets jaunes, la confusion. En fait, il y a peu de temps qu'ils abordent vraiment les questions de fond d'un mouvement comme les Gilets jaunes. Et c'est les Gilets jaunes autant que le mouvement Occupy, comme les zapatistes, même ceux qui rouspètent et qui ont voté pour Trump ou qui rouspètent et ont voté pour Brexit. Les gens mécontents, un peu complexes et pas en cohérence avec, disons, le quotidien conventionnel. Souvent les journalistes, qui sont des gens comme moi, donc souvent des milieux un peu, disons, élites, parce qu'on a une formation, on est des élites, souvent, les journalistes. En fait, normalement même. Il y a très peu de journalistes pauvres, qui fait que le traitement d'un mouvement comme les Gilets jaunes a tendance à être superficiel et péjoratif. Donc ça c'est pour les Gilets jaunes. Ça, c'est la tendance médiatique sur cette question. Donc, juste pour faire la transition entre le métier de journalisme et la démocratie qu'on va aborder après, j'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en off, sur vos 4 ans du coup d'expérience à Bruxelles et votre changement d'opinion, de regard vis-à-vis du projet européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, alors le projet européen et mon questionnement sur qu'est-ce que c'est la démocratie sont étroitement liés. Moi, je suis arrivé à Bruxelles, donc en tant que pigiste, vous dites en français, donc un freelance, quelqu'un sans indépendant mais sans travail fixe, en 92. Et comme est normal pour les journalistes, souvent, il y avait plusieurs, ce qu'on appelle string en anglais, mais c'est pas comme ça en français, donc pige, donc employeurs, disons, employeurs sur plusieurs sujets. Et donc, j'avais un enthousiasme pour le projet européen. J'ai regardé beaucoup d'éléments du projet européen et puis j'ai été embauché par Reuters. Et pendant les 5 ans, en fait, c'était 5 ans que j'étais à Bruxelles, j'ai commencé à comprendre les structures de l'Union européenne. Ça ne s'appelait pas l'Union européenne à l'époque, mais c'était un peu la même chose. Donc Parlement, Commission et le Conseil. Et on voit bien que le pouvoir est dispersé entre ces institutions. Et il y a les gouvernements nationaux des États membres aussi. Donc le pouvoir est dispersé. Donc pour le citoyen, l'individu qui veut avoir de l'influence sur le projet européen, déjà au niveau national, c'est très difficile. Vous pouvez imaginer au niveau européen à quel point c'est quasi impossible. Parce que où aller en fait pour influencer? Et donc dans ce vide qu'on a, qui a le temps et l'argent d'influencer l'Europe? Et c'est les entreprises, c'est bien sûr les entreprises les plus grandes aussi, et les entreprises multinationales, c'est les individus avec beaucoup d'argent, donc les individus riches, et qui fait que l'influence de l'individu sur le projet européen est très peu marginale et laisse la place au pouvoir existant. Et donc, je ne suis pas contre l'idée d'un projet européen. Ça me paraît une très bonne idée.
il y a Robert Schuman donc, qui a lancé le projet 7 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est incroyable, en fait, qu'un individu ait pu imaginer ce projet à ce moment-là. Donc je tiens à ça, à ce rêve qu'il n'ait pas des guerres en Europe et qu'il existe un projet européen qui soutient ça. Mais les structures actuelles ne sont pas capables. Pour moi, et le problème, c'est qu'on ne peut pas les réformer de l'intérieur. Donc je crains que le projet va s'effondrer avec ces problèmes structurels, en fait, justement. J'étais donc le correspondant de l'environnement et j'ai suivi les négociations des ministres de l'environnement sur un éventuel taxe sur le CO2 dans les années 90. Et ils ont passé genre 18 mois sur ce projet. Et il y avait des pour et des contre et tout, mais ils sont arrivés à un consensus. Donc 18 mois, j'étais journaliste sur ça, donc j'ai suivi un peu les détails. Et puis une fois qu'ils avaient trouvé le consensus entre ministres de l'Environnement, ils sont passés aux ministres de Finances et aussi les premiers ministres, donc les chefs de gouvernement et d'État. Et sans même conférence de presse à l'extérieur, ils ont buté en touche ce projet de loi taxe sur le CO2, sur le carbone en fait. Et moi, donc, je me posais la question, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je savais déjà en fait que c'était sérieux le problème de changement climatique. Et donc, il y avait 15 membres de l'Union européenne à l'époque. Je me disais, mais là, donc, on a 15, disons, démocraties occidentales là, et ils butent en touche un projet comme ça sans l'expliquer aux journalistes ni à leur public. Donc, c'est quoi la démocratie là-dedans? Et c'est quoi le rôle aussi du journaliste? Donc, moi, ça me posait problème, mais j'avais l'impression que ça posait aucun problème pour mes collègues, ni la rédaction. Pour eux, c'était bon, ça c'est le résultat, ça tombe à l'eau et basta. Pour moi, je me disais, mais c'est sérieux le changement climatique. Déjà, on voyait avec la science du changement climatique dans les années 90 que c'était un grand problème. Et là, avec ce projet de loi. Et donc, sur Netflix, il y a le Broken Mirror, ou le miroir brisé, là. Et pour moi, c'était le moment, alors il y a un problème avec cette démocratie. Et en plus, il y a un problème avec le journalisme. Donc c'était à ce moment-là, je me suis dit, mais Patrick, bon, c'est bien beau, tu es salarié et tout, mais c'est quoi ton boulot, là? Et à la fois, c'était la démocratie et le journalisme, et aussi le projet européen. C'est comment ils sont arrivés là. Ça pose problème. Et donc, c'était plus tard qu'il y avait les référendums des Français et des Néerlandais qui ont rejeté le traité d'Europe. Et après, les Irlandais, ils ont rejeté aussi par référendum. Mais tous les trois, les résultats, tant pis, vous vous êtes trompés en fait avec votre vote. On passe quand même en fait le projet de traité d'Europe. Et donc, j'étais pas du tout surpris avec le résultat Brexit, parce qu'il fallait en avoir un résultat comme ça éventuellement, parce que les gens, les citoyens, ils sont pas bêtes, ils voient les résultats de référendum avant, parce qu'il y avait les Danois même à Maastricht en 92 aussi avec le projet de monnaie unique, qui avait dit non, mais ils ont négocié un petit peu pour les apaiser. Donc, dans l'Europe, et ça reste la même chose aujourd'hui, la grande question se pose. Quand les citoyens ils disent non, qu'est-ce qu'ils font les politiciens et les fonctionnaires? Et pour l'instant, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, pour moi, le projet ne marche pas. Je voudrais peut-être reposer la question sur le populisme, et on mettra ça avant cette question-là. Ok. Du coup, on entend beaucoup parler de populisme, que ce soit depuis les débuts des Gilets jaunes, mais aussi ce qui se passe avec le Brexit, Trump, tout ça. Est-ce que vous pensez que ce terme est pertinent?
Je crois que c'est un terme qui pose beaucoup de problèmes, populisme. Et pourquoi? Parce que c'est mal défini. Donc, mon populisme, mon idée de populisme, ça va être différente que la vôtre, qui fait que, en parlant du populisme, ça sème de la confusion. Mais aussi, ce qui me pose plus problème, je dirais, au niveau de cette question de populisme, c'est que souvent, on utilise le terme populisme pour des choses qu'on n'aime pas. Donc, il y a des gens qui parlent de politiciens populistes. Donc, ils appliquent ce terme pour des gens comme Trump ou comme Farage, en fait, le Britannique, là, ou même Johnson. Donc, on le comprend un peu, ils utilisent des termes, ils utilisent un langage qui enflamme, en fait. Donc, c'est exprès pour allumer les gens. Donc ça en est partie de cette idée de populisme. Mais le terme s'applique aussi, ou les gens, ils utilisent aussi pour des politiciens qui proposent des solutions radicales aux problèmes actuels. Donc on voit bien, on l'applique pour quelqu'un comme Bernie Sanders aux États-Unis. On l'applique souvent pour les politiciens écolos qui parlent du changement climatique. Ah oui, ce sont des solutions populistes. Mais en fait, là, le mot populiste ne veut pas dire populiste. Le mot veut dire mince, c'est super difficile de faire ce qu'ils prônent en fait. Par exemple, la croissance économique c'est à la base de nos problèmes sociétaux. L'idée que le progrès s'affiche à travers la croissance économique. Mais en fait, la croissance économique et l'idée, cette idée, ce métaphore et cette notion de cette mesure de nos sociétés, c'est ça le problème. Parce que la croissance économique, moi je m'achète une nouvelle voiture, c'est la croissance économique. Moi je fais le plein, c'est la croissance économique. Moi je brûle une forêt et je mets des vaches, c'est la croissance économique. Donc la base de nos problèmes sociétals et écologiques actuellement, et on ne peut plus l'échapper après quelques décennies, voire siècles de cette notion de croissance économique, c'est la croissance économique. Donc le populisme, c'est un terme, il faut être, wow, attention. Si les gens commencent à jeter cette idée de populisme, tu demandes, mais qu'est-ce que vous voulez dire avec ça, et le populisme? Donc ça existe comme phénomène, mais le terme est difficile. Donc c'est juste, ça c'est, celle-là on l'avait avant quand vous parlez des Gilets jaunes, et là, celle-là on revient sur l'Europe. Et donc, pensez-vous que la démocratie est un leurre? Donc par leurre, je comprends piège. Donc le mot démocratie, un peu comme le populisme, est très mal défini. Donc la démocratie veut dire une chose pour une personne et quelque chose d'autre pour une autre. Et donc, est-ce que c'est un leurre ou un piège? Oui, si on ne fait pas le travail de le définir, si on n'insiste pas à poser la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire par la démocratie? Et en fait, pour moi, mon journalisme, ça c'est le premier travail. C'est de ne pas accepter le mot démocratie sans définition qui suit. Donc, parce que la définition occidentale de la démocratie aujourd'hui, donc disons conventionnelle, la définition, c'est des élections qui sont libres et justes. En anglais, free and fair. Donc, the elections free and fair. Donc ça, c'est la mesure en fait de ce que c'est la démocratie, avec quelques libertés. Donc liberté d'expression, d'assemblée, d'association, donc des choses comme ça. Ça, c'est la démocratie. Et on peut jauger les pays qui sont plus ou moins bons sur ces mesures-là. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec ces soi-disant démocraties, en quel état nous nous trouvons aujourd'hui? Et pour moi, c'est dans un état assez catastrophique au niveau écologique, l'effondrement ou la disparition d'espèces, et aussi ce qui se présente par rapport au changement climatique. Sans parler de l'inégalité et les problèmes sociétaux qui sont autour de nous, en fait.
Donc, parce qu'ils sont là et ils pèsent toujours ces problèmes-là. Donc, la démocratie. Moi, je me suis posé la question avec les ministres d'Environnement en Europe en 90. Et puis, je commence au fur et à mesure de découvrir que la définition de base de démocratie, c'était, bon, on le connaît, c'est les Grecs, mais en fait, ça voulait dire le gouvernement par le peuple. Donc, c'est le peuple qui gouverne. Ce n'est pas les politiciens. Et comment, donc ça c'est déjà, ah d'accord, donc spécifiquement le sens du mot, c'est ça. Mais en plus, comment ils l'ont fait, les Athéniens? Comment ils ont fait leur démocratie? Et en fait, ils ont tiré au sort les citoyens. C'est ça qui s'est passé à Athènes. Tirage au sort, et puis des assemblées et des délibérations, les assemblées populaires, en fait, pour se décider sur les questions du jour. C'était ça la démocratie. Et qu'est-ce que c'était un mot qu'on utilise aussi? L'oligarchie, selon Aristote par exemple. Qu'est-ce que c'était l'Aristote? Qu'est-ce que c'était l'oligarchie? Donc l'oligarchie, ça veut dire le gouvernement d'un peu de gens, d'une poignée, d'une élite, pour un peu de gens. Donc c'est en anglais government by the few, for the few. Donc gouvernement par le peu, pour le peu. Et donc, comment les Athéniens faisaient ou arrivaient, selon Aristote, à l'oligarchie? Ah bon, c'était à travers des élections. Et pourquoi les élections? Ça donne l'avantage aux gens qui ont plus d'argent, qui ont plus de reconnus en fait dans la société. Et donc, en fait, ils ont des gens autour qui peuvent leur soutenir pour gagner les élections. En fait. Donc, vous avez derrière l'oligarchie. Et est-ce qu'on est en oligarchie du coup, selon vous? Oui. Vous pouvez expliciter qui a le pouvoir? Donc, qui a le pouvoir? C'est pas une seule personne. On peut discerner qui a le pouvoir à travers les résultats des décisions politiques. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, il y a une croissance d'inégalité. Donc, c'est à l'avantage de qui? On peut se poser cette question. C'est évident, c'est à l'avantage aux gens qui gagnent de plus en plus en plus, en fait. Avec Bezos d'Amazon, il a plus d'un 100 milliards en fait, de dollars. Je crois que Bill Gates, genre 60 ou plus milliards de dollars. Donc, et puis, il y a bien d'autres qui ont beaucoup d'argent dont on ne sait même pas le nom. Parce qu'il y a des paradis fiscaux, il y a des façons de cacher l'argent, de cacher la richesse qui fait que Bezos et Gates ne sont que des gens qui ne peuvent pas en fait échapper de leur richesse en public parce qu'ils ont des actions et ça se voit à travers des comptes. Mais il y a d'autres qui ont beaucoup d'argent qu'on ne voit pas ou qu'on ne connaît pas. On ne sait pas exactement à quel point ils sont riches. Donc à qui le pouvoir actuellement? C'est les gens qui ont le plus d'argent ou qui aiment bien, si ce n'est pas vraiment l'argent qui leur intéresse, en fait, qui ont le pouvoir de décider vie ou mort, ou invasion d'un tel pays ou pas, ou contrat ici ou contrat là. Donc qu'est-ce que c'est l'oligarchie? C'est le pouvoir dans les mains de quelques-uns au profit de quelques-uns. Donc oui, on habite dans des oligarchies. Et est-ce que vous pensez que ça a toujours été le cas? Ou est-ce que vous remarquez qu'il y a un courant, une dynamique qui fait qu'il y a une forme d'oligarchie qui prend de plus en plus de place? C'est une très bonne question. Et je dirais que c'est une danse. Et je m'inspire d'Aristote de nouveau, en fait. Pour Aristote, c'était un scientifique de la politique. C'était un des premiers, si ce n'était même pas le premier, en fait. Et qu'est-ce qui fait un scientifique ou une scientifique? Donc, ils regardent quelque chose, ils observent, ils constatent, et puis ils réfléchissent à ce que ça veut dire. Et pour lui, donc, il y avait pour lui le gouvernement par une seule personne, le gouvernement par quelques personnes ou le gouvernement par tout le monde. Donc il y avait ces trois éléments. Il y avait l'idéal qui était
monarchie, aristocratie, et en grec, politeia, en fait, qui est polity en anglais. Ça, c'était les idéaux qui n'existaient pas. C'était dans le parfait, et la perfection n'existe pas. Donc, dans le réel, vous avez démocratie, oligarchie, tyrannie. Et pour Aristote, ça jouait toujours entre l'oligarchie et la démocratie. C'était une danse. Il y avait des moments, il y avait tendance vers l'oligarchie, d'autres moments, il y avait tendance vers la démocratie. Donc je crois que c'est certain actuellement qu'on danse vers l'oligarchie si on n'est pas totalement dans l'oligarchie. Qui ne veut pas dire que la danse est finie. La musique continue, donc on peut redanser vers la démocratie, qui serait le tirage au sort, la délibération, le pouvoir beaucoup plus large pour les gens. Donc c'est une réponse mobile. Et ça serait toujours le cas, en fait. T'as une question? Moi, j'en ai une autre. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé justement à enseigner? L'enseignement, pas spécifiquement. Je dirais c'était plutôt la question économique. C'est très difficile de gagner sa vie en tant que journaliste. Donc, en faisant purement le journalisme que je souhaitais faire, c'était difficile de gagner ma vie. Parce que je pose ces questions ou je soulève des questions auprès de collègues journalistiques, de rédacteurs, de gens qui pourraient éventuellement m'embaucher pour ou à être salarié ou à faire des articles de temps en temps. Je fais l'équivalent de dire « Monsieur, votre bébé est laid ». Je les insulte en disant que le journalisme ne fonctionne pas. Et aussi, je pose la question ou je dis des choses comme « on vit dans les oligarchies ». Et souvent, la réaction, c'est « mais c'est n'importe quoi, vous exagérez, au moins on n'est pas comme Corée du Nord ou la Chine ou comme ça ». Mais pour moi, si on regarde profondément dans les choses, la réalité des vies des gens, la question est entièrement légitime. Donc vous avez décrit du coup une oligarchie qui est au pouvoir historiquement, qui valse donc avec cette démocratie. Et donc dans un contexte d'accumulation des capitaux par les grandes richesses, est-ce qu'on pourrait arriver à une forme de démocratie? Si oui, comment? Je crois que c'est tout à fait possible. Oui. Parce que on est tous un peu captivés par cette idée de richesse personnelle, de consommation. Donc déjà, il y a une autolibération à faire. Ça ne veut pas dire que on doit tous devenir genre Pierre Rabhi, sobriété heureuse, mais ça aiderait certainement qu'on consomme beaucoup moins. Et dans le bonheur aussi. Parce que si je n'ai pas à m'acheter un nouveau téléphone, je n'ai pas non plus à aller bosser pour gagner l'argent pour payer ce nouveau téléphone. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec le temps que j'aurais utilisé pour le travail? Je peux faire en fait ce qui me rend heureux. Je peux aller papoter avec mes amis, je peux aller randonner, je peux aller faire n'importe quoi en fait, bouquiner ou faire bien d'autres choses, les choses de mes rêves. Donc, il est possible déjà que la démocratie existe. Il est possible aussi que on arrive à partager mieux tout ce qui est la bonté de la terre en fait. Et la bonté, ça veut dire l'air pur en fait. Donc à Toulouse, l'air propre qu'on puisse respirer. Il y a moyen d'avoir un gouvernement qui fait que l'air soit pur ici, que l'eau soit potable d'un ruisseau, pas seulement d'un robinet. Dans les montagnes, il existe moyen de ne pas polluer nos champs avec le glyphosate. Il y a moyen, à travers un gouvernement sain, de régler des choses comme ça. Mais pour l'instant, nos structures politiques ne sont pas saines. Donc on n'arrive pas à des résultats sains pour notre politique. Donc est-ce qu'il existe des moyens d'arriver là? Oui, certainement. Et ça serait pour moi à travers des changements
qu'on pourrait nommer radicaux, mais en fait pour moi ça ne me paraît pas aussi radical que ça. Changement de structure politique, changement de façon de choisir ou de régler la prise de décision sociétale à tous les niveaux, local jusqu'au global en fait. Donc vous dites que c'est possible de tendre vers une démocratie, et donc comment y arriver? Vous avez parlé de tirage au sort, est-ce que vous pouvez rentrer plus dans le détail s'il vous plaît? Oui. Donc il y a deux éléments pour la réponse. Donc il y a des mécanismes comme le tirage au sort, et puis il y a la question du pouvoir face au changement éventuel des systèmes, donc des structures. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est le tirage au sort? C'est la chance, c'est la loterie en fait. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que avec la chance, vous pouvez choisir un échantillon d'une société qui arrive très vite à représenter cette société. Donc vous avez la France en 100 personnes, par exemple. Et ça, c'est déjà très intéressant par rapport aux résultats que vous auriez à travers des élections. Donc vous avez 100 personnes élues, vous avez 100 personnes tirées au sort, vous avez des populations fort différentes. Et la population tirée au sort, c'est beaucoup plus statistiquement, une population beaucoup plus représentative de la France que les élus. Donc déjà, c'est très intéressant. Et il y a moyen de concevoir ça, c'est pas compliqué. Donc tirage au sort. Et après, il faut créer des conditions que ces gens-là, ils aient l'occasion, si c'est disons un tirage au sort pour une question spécifique. Comme moi, j'ai fait un film sur l'Irlande, l'avortement en Irlande. Donc vous avez 100 personnes qui représentent l'Irlande. Là, ils n'étaient pas tirés au sort, mais ils étaient choisis pour être représentatifs. Et puis, il vous faut des experts. Donc sur la question du jour, il faut que vous ayez tous les points de vue du débat. Donc pour et contre. Dans la question d'avortement, l'Irlande avait une prohibition de l'avortement en place. Et il y avait des questions par rapport à si ça devait perdurer ou pas. Donc ils ont eu leur assemblée de citoyens. Donc représentatif, ou bien dans d'autres cas tiré au sort. Et puis les experts qui amènent tous les détails du débat. Donc légal, éthique, médical, des histoires personnelles et tout. Présenté au jury, à l'Assemblée. Et donc ils ont l'expertise de tous les coins et puis l'occasion de délibérer. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la délibération? C'est que moi, Patrick, j'ai l'occasion de parler, de m'exprimer sur ces questions-là. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, moi, Patrick, j'écoute les autres dans l'Assemblée ou sur la table sur laquelle je me trouve, qui ne sont pas comme moi, parce qu'ils sont représentatifs de l'Irlande dans ce cas-là. Donc j'entends le point de vue de celui-là, de celle-là, des gens que je ne croise pas nécessairement quotidiennement. Donc la délibération, c'est cet échange avec de l'information, avec des gens qui sont représentatifs de la société, et puis on en tire des recommandations, par exemple, et ça sort de l'Assemblée, et il y a des processus où de le mettre en force, ou dans un projet de loi, ou de faire en sorte que ça soit la politique du jour. Donc pour nous, et il y a beaucoup de formes qui peuvent englober en fait ces principes. Pour nous, pour aujourd'hui, l'essentiel, c'est représentatif à travers un tirage au sort et délibération à travers un processus qui est mené par des experts en délibération. Donc ça en est une partie. Donc des mécanismes, et il en existe de plus en plus dans le monde. Vous pouvez en trouver. En Irlande, c'est un projet distinct, mais il y en a même en France là maintenant, et ailleurs, qui sont plus ou moins costauds et fiables. Et ça, c'est à débattre, il faut le dire. Et puis il y a la question qui est liée à la qualité de ces processus, c'est la réponse du pouvoir actuel, du pouvoir conventionnel actuel, c'est le gouvernement bien sûr, mais d'autres institutions d'État aussi. Donc
moi je suis politicien, j'ai été élu, je suis au pouvoir. Une assemblée de citoyens, bon, oui, j'écoute et puis je réagis ou pas, j'utilise ou pas ce qu'ils disent. Donc c'est là où joue le pouvoir. Donc est-ce qu'ils ont le mandat à ordonner que quelque chose se passe ou pas? Ça, c'est un travail en cours. Ça fait partie du débat qui se déroule en fait par rapport à comment faire autrement la prise de décision politique dans un pays, en fait, dans une société. Donc, d'un côté, le mécanisme, de l'autre côté, la réaction du pouvoir. Et ça fait comment ça pourrait s'améliorer la démocratie. Pour moi, ça serait certainement une façon de le faire. Il y en a d'autres, mais c'est cette façon-là qui, pour l'instant, m'intéresse le plus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème de fond dans le sens où il y a aussi un problème de représentativité démocratique dans les fonctions de comptables, de hauts fonctionnaires en France par exemple? On parle beaucoup de technocratie. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec ce qui forme les élites? Donc l'ENA, Sciences Po, ce genre de choses. Certainement, certainement. Et les solutions de ça va venir avec ce que le sujet sur lequel j'ai touché tout à l'heure, c'est l'éducation générale politique. Parce que l'éducation actuelle, à travers, par exemple, le système éducatif en France, ça imprègne les gens avec l'obéissance. Donc, les notes, les contrôles, la façon de se comporter dans la salle de classe, en fait. C'est l'obéissance. C'est ça qui est le système éducatif. Et donc, il y a aussi un mouvement de changement du système éducatif. Et il est fort temps que ça ait une allure beaucoup plus importante. Parce que qu'est-ce qui arrive avec un système qui nous imprègne avec l'obéissance? Ça veut dire qu'on ne questionne pas le système. Ça veut dire qu'on reste enfant, même les adultes. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils vont dire aux parents, papa, maman, est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc ça, c'est ce que vous avez derrière, c'est le paradis pour les gens qui sont formés dans les expertises, en fait. Donc le comptable, tout le reste. Donc ils ont leur place à jouer. Donc tant que nous, on n'est pas des adultes politiques, il y aura ces spécialistes qui auront leur place et on les laisse leur place. Et ça ne veut pas dire, je ne veux pas cracher sur des experts, c'est loin de ça, c'est qu'ils n'ont pas une sagesse politique plus profonde que n'importe qui pour moi. Parce qu'on comprend humainement qu'est-ce que c'est la politique, c'est quelque chose au sein de nous, on est des êtres sociaux. Et ce n'est pas le spécialiste de comptable ou des affaires étrangères qui auront plus de sagesse politique que mon pote, les amis, comme ça, dans un groupe musical ou n'importe où, en fait. Nous avons tous une intelligence politique. Même si on n'a pas les grands mots, la façon de l'exprimer, on a une intelligence politique qui est digne du nom aussi, qu'il faut encourager, qu'il faut faire fleurir dans les gens. C'est ça, ça serait la libération de nos sociétés. Et ça serait une libération sociétale, en fait. S'il est question maintenant, ce lundi, de dresser un bilan sur vos années de journaliste et même d'être humain, est-ce que vous serez fier de votre travail? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis bien amusé. Je ne suis pas mécontent que j'ai suivi ce chemin. Mais un des grands sujets que j'ai abordé dans le journalisme, c'est le changement climatique. Et je suis à la base toujours scientifique. Et l'état de l'environnement, avec le changement climatique et aussi l'effondrement des espèces, la perte des espèces, je ne pourrais pas dire en tant que journaliste qui a traité ce sujet que j'ai eu un grand succès. Donc, même que j'ai pu faire un peu de journalisme,
par rapport à ce que j'aurais souhaité voir, et ce n'est pas pour dire que c'était ma responsabilité à moi, mais au moins que j'aurais contribué à quelque chose qui pourrait se déclarer comme progrès, je ne pourrais pas dire qu'on a fait du progrès sur ça. Pour l'instant, on est plutôt face au mur. Et c'est vraiment existentiel pour les êtres humains. Donc, est-ce que je pourrais être fier de mon travail de journaliste? Non. Lors de l'interview, Jacques Brel disait moi je pense que tout être humain, vers 15 ans, c'est ce qu'il va devenir. Non, c'est pas forcément le métier, mais quelle vie il veut mener, s'il veut être dominant, dominé, dans quelle voie il veut aller. Et vous, à 15 ans, qui voulez-vous être? « 15 ans. Je crois que j'étais plus jeune que Brel à 15 ans. Moi, je crois que j'étais lent dans la maturation. Donc, je me permets de répondre à cette question plutôt vers 18-19 ans. Et à ce moment-là, je voulais être journaliste. Et pourquoi? Parce que je lisais beaucoup la fiction et la non-fiction. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Toujours, je ne sais pas pourquoi. Mais je cherchais à travailler sur des métiers qui aidaient les gens, en fait. Les gens qui avaient moins de pouvoir. Donc les gens qui sont aux marges. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais toujours pas pourquoi. Donc pour M. Brel, c'était plutôt ça, mais un peu plus tard. Alors vous avez apporté un objet spécial, c'est devenu la tradition, donc est-ce que vous pouvez nous présenter? Oui. Alors, donc l'objet. L'objet, c'est une trompette. Vous pouvez le montrer ici, je pense. C'est une trompette. Et en fait, c'est une trompette japonaise, Yamaha, et je l'ai eue depuis 40 ans. Et je suis trompettiste, et je suis trompettiste comme je suis journaliste, en fait. Ça en fait partie de ma vie, et c'est une partie très importante de ma vie. Donc, pourquoi je vous ai apporté la trompette aujourd'hui? C'est parce que, pour moi, la musique, à travers la trompette, et le journalisme, ils s'inspirent de la même chose dans l'individu. Et ça, c'est la création, certainement. Mais aussi, parce que je suis un trompettiste qui est plutôt jazz que classique, c'est aussi l'improvisation. Et donc, qu'est-ce que c'est l'improvisation? C'est de se permettre de se tromper. C'est de se permettre de faire face à la peur, parce que de jouer devant un public, même tout seul, en fait, dans l'improvisation, c'est de faire face à la peur. Est-ce que je vais faire une bêtise, n'importe quoi? Est-ce que ça va sonner mal? Mais avec ces pièges potentiels, il y a aussi la création, il y a le bonheur, il y a l'inattendu. Donc, pour moi, ça en fait les éléments de la vie, en fait. C'est de poursuivre la créativité jusqu'au bout, en fait, de oser chercher à l'intérieur de soi-même ce dont on est capable de faire. Voilà. Donc, c'est ça mon objet. Donc, est-ce que vous pouvez nous interpréter un petit moment d'improvisation? Alors, avec plaisir. Et donc, ce que je vais jouer quelques notes du morceau Desafinado. Et Desafinado, ça veut dire, donc c'est portugais, qui veut dire légèrement, en anglais, out of tune, donc mal accordé. Et pourquoi j'aime bien ça? C'est parce que je crois que ça, c'est le journaliste, en fait. Légèrement mal accordé avec la société pour pouvoir regarder. Et dans le jazz, dans la création, qu'on soit mal accordé, souvent c'est de là qui vient la créativité. Voilà. Donc Desafinado. Vous auriez que quelques notes.
Là, c'est vraiment improvisé en fait, parce que je me suis trompé. Et puis l'impro. Et puis, ça pourrait continuer, bien sûr. Super. Merci beaucoup.